Avant de commencer cet épisode, je voulais te parler d'un truc que je rêvais de créer depuis des années. Si tu m'écoutes, c'est probablement que tu as un projet de rénovation en tête ou en cours. Et la question que je reçois le plus souvent, celle qui revient tout le temps dans vos messages, dans les commentaires, partout, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Vous vous sentez submergé par tout ce qu'il y a à faire. Vous avez des idées, peut-être des épingles sur Pinterest, mais pas de plan clair, pas d'ordre logique et cette sensation d'avancer dans le brouillard. Alors, j'ai créé un quiz. 5 questions, 2 minutes. Et à la fin, tu découvres exactement où tu en es dans ton projet. Tes 3 prochaines étapes, concrètes. Le piège à éviter maintenant selon ta situation et, bien sûr, un épisode de podcast choisi pour toi. Pas de jargon, pas une liste de 50 choses à faire, juste un vrai point de départ adapté à où tu en es vraiment. Le lien est en description. Alors fais pause et fais-le maintenant avant d'oublier. Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on parle d'argent et plus précisément de ces dépenses qu'on hésite à faire parce qu'elles ne se voient pas toujours sur le résultat final parce qu'on se dit qu'on verra plus tard ou parce qu'on a l'impression que c'est superflu quand le budget est déjà serré. Et on sait bien comment le budget est toujours serré en rénovation. Mais c'est des dépenses qu'on regrette presque toujours de ne pas avoir faites. Parce que dans une rénovation, il y a des dépenses qui font plaisir. Le carrelage qu'on a acheté, qu'on a cherché pendant 6 mois, la cuisine dont on a rêvé, la salle de bain qu'on est enfin prête à s'offrir. Et il y a les dépenses utiles. Celles qui ne se voient pas forcément, celles qui ne font pas de beau avant-après à poster sur les réseaux sociaux, mais celles qui font vraiment la différence entre un projet agréable à vivre, qui tient dans le temps, et un projet mitigé avec des regrets. Aujourd'hui donc, on parle de ces 10 dépenses. Allez, c'est parti. Alors d'abord, faire vérifier la structure avant d'ouvrir un mur porteur. C'est la dépense qu'on reporte le plus souvent et à laquelle on pense pas quand on n'est pas pro. Pas parce qu'on est inconscient, mais parce qu'on fait confiance à son artisan. Et c'est normal. Il a l'habitude, il a ouvert des dizaines de murs porteurs et c'est ce qu'il fait. Sauf qu'un maçon, c'est pas un ingénieur structure. Et là, la différence, elle compte. Calculer les charges qui reposent sur un mur porteur, dimensionner correctement un IPN qui va le remplacer, anticiper les reports de charges sur les murs adjacents, c'est un calcul technique qui demande une formation spécifique. Un artisan, il peut avoir l'œil, l'expérience, les bonnes habitudes, mais il peut aussi se tromper sur le dimensionnement de la poutre, sur ce qu'il va trouver en ouvrant le mur, parce qu'on ne sait jamais exactement ce qu'il y a derrière avant d'ouvrir. Une structure atypique, un réseau inattendu, un appui qu'on n'avait pas vu sur les plans, une composition de matériaux fragiles, et c'est souvent le cas quand on a affaire à des murs en pierre anciens. Faire appel à un bureau d'études techniques, un BET, structure, avant d'ouvrir un mur porteur, c'est quelques centaines d'euros. Ce que ça t'apporte, c'est un calcul rigoureux, précis, un dimensionnement certifié et une note de calcul qui prouve que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art. Et ce dernier point, il compte aussi pour la revente surtout même. Si tu vends ta maison dans 10 ans, l'acheteur ou son notaire ou son expert va regarder ce que tu as fait. Et avoir un dossier technique propre avec l'intervention d'un bureau d'études, c'est une preuve que les modifications structurelles ont été faites
correctement. C'est vraiment une garantie pour l'acquéreur et donc une valeur pour toi. La structure, c'est ce qui tient ta maison debout. C'est pas là où il faut vraiment prendre des décisions au feeling. Donc, je t'invite vraiment à prendre en considération cette dépense. Ensuite, ça va être l'audit énergétique. Quand on achète un bien à rénover, on regarde les pièces, les volumes, le potentiel. On regarde pas les éléments moins glamour comme l'isolation, les ponts thermiques, l'état de la ventilation. Un point de clarification important ici, avant de parler d'audit. Tu te demandes si c'est la même chose qu'un DPE, le diagnostic de performance énergétique. Celui-là, il est obligatoire à la vente et donc tu l'as forcément en main quand tu achètes. Mais le DPE reste un document réglementaire avec sa note qui va de A à G. Il te dit où tu en es, pas ce que tu dois faire, ni ce que ça va réellement coûter. L'audit énergétique, c'est autre chose. C'est une analyse plus approfondie qui est réalisée par un professionnel indépendant et qui identifie précisément ce qui fuit, ce qui mérite d'être traité en priorité, ce qui te donne des scénarios de travaux chiffrés. Depuis 2023, l'audit, il est obligatoire pour ce qu'on appelle les passoires thermiques. C'est les biens classés en F ou en G lors de leur mise en vente. Mais même si ton bien n'entre pas dans cette catégorie, je t'invite à envisager de faire réaliser un audit énergétique parce que ça va te permettre d'en savoir davantage sur les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation que tu dois faire, dans quel ordre, comment les prioriser. Et au-delà même du diagnostic, c'est la conversation que tu vas pouvoir avoir avec le thermicien ou l'architecte qui va réaliser l'audit qui est important. C'est un échange qui te permet d'en savoir plus sur les options qui s'offrent à toi, de comprendre comment est construit ton bien et de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles sur l'ensemble de ton projet. C'est ce qui va te permettre de budgéter correctement, de prioriser les bons travaux. Donc, investir dans un audit énergétique, c'est jamais perdu. Après, on va trouver les dépenses qu'on réalise au moment de la conception, on va dire. La troisième dépense, ce serait agrandir une ouverture ou installer des fenêtres de toit pour gagner en lumière. Donc, effectivement, faire une dépense pour gagner en luminosité. La lumière naturelle, c'est ce qui transforme un espace plus que n'importe quel autre paramètre, plus que la couleur, plus que les matériaux, plus que le mobilier. Et c'est aussi grâce à la lumière que tu te sens bien dans un intérieur. C'est aussi ce qu'on sous-estime le plus en phase de conception. Parce qu'on visite souvent les biens en journée, dans des bonnes conditions, et qu'on ne mesure pas vraiment ce que ça donne en hiver, un matin de novembre, à 8 heures du matin, quand le soleil est bas ou qu'il pleut et que les pièces restent sombres. Agrandir une fenêtre existante, créer une nouvelle ouverture, percer une fenêtre de toit en rampant ou dans des combles qui ne reçoivent aucune lumière naturelle, ce sont des interventions qui ont un coût. On parle selon le cas de quelques centaines à quelques milliers d'euros selon la complexité structurelle. Mais c'est une dépense qu'on ne regrette jamais. Parce que la luminosité d'un espace, ça conditionne directement le bien-être qu'on y ressent au quotidien. Une pièce lumineuse paraît plus grande, plus agréable, plus vivable, plus confortable. Une pièce sombre, même bien décorée, reste une pièce sombre. Et c'est une décision à prendre effectivement en phase de conception. Pas en cours de chantier, pas une fois qu'on a déménagé, mais bien au moment de la réflexion, parce qu'une fois qu'on y est, c'est trop tard. Parce qu'agrandir une ouverture, ça peut impacter la structure, les menuiseries, les finitions extérieures, intérieures et donc les demandes d'autorisation d'urbanisme. Tout ça, ça se planifie, ça s'anticipe parce qu'effectivement, sinon, on risque de ne jamais le faire. On aurait aussi le fait d'ajouter un WC supplémentaire. Tu sais, c'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce qu'on met un WC à chaque étage? C'est la dépense qu'on repousse parce qu'on se dit que ça peut attendre, que pour l'instant, ça va, qu'on verra plus tard. Sauf que plus tard, c'est un peu comme les ouvertures. Ça veut dire ouvrir des murs qui étaient finis, refaire des saignées dans du carrelage déjà posé, reposer des finitions. Ça veut dire multiplier les coûts par 2 ou 3 parce que par rapport à ce que ça aurait coûté pendant le chantier initial, quand les murs étaient ouverts, quand les artisans étaient déjà là, quand les réseaux étaient accessibles, c'est concrètement pas forcément cette dépense supplémentaire qui va faire exploser le budget. Une maison avec un seul WC pour une famille de 4 personnes, c'est une contrainte quotidienne énorme. Le matin, le soir, quand on a des invités, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas quand on visite un bien, on y prête peu attention, mais qu'on ressent tous les jours une fois qu'on y vit. Donc,
Si ton projet, s'y prête, si tu as les volumes, si tu as plusieurs étages, si ta configuration le permet, il faut vraiment anticiper le fait d'aller installer un WC supplémentaire pour avoir un WC à chaque étage. C'est un confort quotidien, réel et c'est une vraie plus-value significative sur la valeur du bien si tu le revends un jour. Dans les dépenses encore utiles, la cinquième, ce serait de prévoir davantage de rangement. On sous-estime toujours ses besoins en rangement. Toujours, sans exception. On regarde les placards existants, on se dit que ça devrait suffire et 6 mois après l'emménagement, on se retrouve avec des affaires qui débordent de partout, des pièces qui s'encombrent et l'impression que la maison est déjà trop petite. Alors qu'en réalité, c'est juste qu'elle manque de rangement. Et le problème, c'est qu'on n'anticipe pas assez les besoins futurs. On range ce qu'on a aujourd'hui, pas ce qu'on aura dans 5 ans. Les affaires des enfants qui sont devenus grands, les équipements qui s'accumulent. La rénovation, c'est le moment de prévoir des rangements intégrés, des placards encastrés qui disparaissent dans les murs, des espaces pensés pièce par pièce en fonction des usages réels, une arrière-cuisine si tu as la place, ça, c'est top. Une buanderie, le Graal, avec des rangements techniques. On sous-estime toujours la puissance des espaces techniques. C'est ce que je dis toujours à mes clients quand on réfléchit à la conception d'un projet. Les espaces techniques, c'est vraiment important. Les placards, le rangement. Pas des meubles ajoutés après coup qui mangent de la place, qui cassent la cohérence de l'espace et qui coûtent souvent plus cher que si tu avais intégré un rangement dès le départ pendant le chantier. Donc, de la même façon, le rangement, ça se conçoit, ça s'anticipe et ça ne s'improvise pas. Je t'invite vraiment à y penser en amont. La sixième dépense, ce serait investir dans une cuisine vraiment adaptée à tes habitudes. La cuisine, c'est souvent le poste sur lequel on dépense le plus. Et paradoxalement, celui sur lequel on réfléchit le moins à l'usage réel. On confie la conception de sa cuisine à un commercial cuisiniste qui va y passer 1 heure maximum. On choisit en fonction de ce qu'on voit dans les showrooms, de ce qui est beau sur les photos, de ce qui est dans le budget au moment où on passe la commande. Rarement en fonction de comment on cuisine vraiment au quotidien. Et pourtant, les questions à se poser sont relativement simples. Combien de personnes cuisinent en même temps chez toi? Est-ce que tu as besoin d'un grand temps de travail, d'un îlot central? Est-ce que tu manges dans la cuisine ou à côté? Est-ce que les enfants font leurs devoirs là dans la cuisine pendant que tu prépares le dîner? Est-ce que tu aimes prendre l'apéro en même temps, enfin avec tes invités en même temps que toi tu cuisines? Est-ce que tu fais des grandes quantités quand tu cuisines ou plutôt des repas rapides? Tu as besoin de beaucoup de rangement ou plutôt d'espace de préparation? Est-ce que tu es droitier ou gaucher pour positionner le lave-vaisselle? Je vois régulièrement des cuisines qui sont magnifiques en photo, mais qui ne fonctionnent pas dans la réalité d'un quotidien parce qu'elles ont été conçues pour ressembler à une photo, pas pour correspondre aux habitudes de la famille qui va y vivre. Une cuisine vraiment adaptée à tes habitudes, c'est un investissement qui se ressent tous les jours. Et ça, pendant 15 ans, pendant 20 ans. C'est peut-être le poste où le rapport qualité de vie sur investissement est le plus élevé de toute la maison. Donc vraiment, prends le temps de bien la concevoir en amont et pas juste 1 heure avec ton cuisiniste. Une vraie réflexion sur tes usages avant de choisir la bonne configuration, avant de choisir les bons matériaux et l'entretien qu'ils vont nécessiter, avant de choisir les électroménagers, etc. Et la cuisine, c'est vraiment une réflexion longue et précise. En septième dépense, je te dirais aussi de prévoir un budget pour l'extérieur. C'est l'oubli le plus classique d'une rénovation. On se concentre sur l'intérieur et notamment on va focuser tout son budget sur les dépenses de travaux à l'intérieur. Et le jour où on emménage, on se retrouve avec une friche à l'extérieur. Terrasse, allée, portail, clôture, éclairage, végétation ou même drainage quand on a des problèmes d'humidité. Tout ça, ça représente plusieurs milliers d'euros, voire des dizaines. Et c'est rarement anticipé dans le budget initial parce qu'on pense toujours qu'on va réussir à le faire un peu au fur et à mesure ou alors on y pense quand le budget est déjà épuisé. Le problème, c'est que l'extérieur, il conditionne directement la première impression de ta maison, surtout la tienne, j'ai envie de dire, à chaque fois que tu rentres chez toi. Et ça, c'est un peu inconfortable. Une maison magnifique à l'intérieur avec un extérieur qui est non traité, c'est une maison inachevée malgré tout, ça se ressent. Et comme pour beaucoup de choses, dans une rénovation, certains travaux extérieurs sont bien moins chers
à faire en même temps que le chantier intérieur, quand les engins sont déjà là, quand les artisans sont mobilisés, quand les accès sont déjà grands ouverts. Attendre, c'est parfois payer plus cher. Alors même si tu ne fais pas tout en même temps, je t'invite à prévoir au moins le budget, si tu le peux, pour ne pas te retrouver avec un jardin en chantier qu'il restera pendant 3 ans. Et ça, je sais de quoi je parle. Pour ce qui est de la dépense numéro 8, j'ai envie de te parler du remplacement des réseaux vétustes quand tout est ouvert. C'est la dépense la plus difficile à accepter psychologiquement parce que clairement, c'est pas celle qui se voit. On ne fait aucune différence entre une installation toute neuve et une installation vieille de 40 ans. Jusqu'au jour où tu as un problème. Et les problèmes sur les réseaux vétustes, ça arrive souvent. Rarement sur l'électricité parce qu'avec le diagnostic maintenant, c'est des travaux qu'on engage en général de toute façon. On y est averti au moment de la première visite. Mais pour le reste, on a tendance à mettre un peu la poussière sous le tapis. Et puis, l'imprévu arrive. Une fuite sur une canalisation qui a fait son temps, un système de chauffage qui lâche en plein hiver. La réalité, c'est que quand les murs sont ouverts, quand les planchers sont décollés, quand les artisans sont là, c'est vraiment le moment le moins cher pour faire intervenir sur les réseaux. Parce que l'ouverture est déjà faite, parce que les artisans sont sur place et donc tu peux aussi anticiper les évolutions futures de ton intérieur si tu envisages de faire une salle de bain supplémentaire, etc. Le coût de remplacement de la tuyauterie est bien inférieur à ce qui sera dans 10 ans quand il faudra tout réouvrir. C'est pas glamour, c'est pas ce dont on a envie de parler quand on imagine sa maison rénovée, toute transformée, mais c'est ce qui fait qu'une rénovation tient dans le temps et qu'on ne se retrouve pas à refaire des travaux 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, parce qu'on a voulu économiser au mauvais endroit le moment venu. La 9e dépense, ce serait investir dans une isolation acoustique entre les chambres. On y pense pour les bruits extérieurs, avec le remplacement des fenêtres, l'installation des volets ou le remplacement de la porte d'entrée, mais l'isolation acoustique entre les pièces et entre les chambres notamment, ou éventuellement entre les étages, c'est souvent ce qu'on oublie. Parce que ça ne se voit pas. Effectivement, ça ne se voit pas ni à l'œil nu, ni sur les plans, parce qu'on n'y pense qu'une fois qu'on a vécu le problème. Et c'est pourtant ce qu'on regrette le plus une fois qu'on vit dans un intérieur où on entend tout. Entendre les conversations du salon depuis une chambre, entendre les enfants qui sont en train de courir juste au-dessus, entendre la télévision à travers la cloison, c'est pas très agréable et clairement ça peut impacter aussi le sommeil de toute la maison. Donc traiter acoustique intérieur pendant le chantier, c'est vraiment une intervention très simple et relativement peu coûteuse. C'est un doublage, une laine acoustique spécifique dans les cloisons, une sous-couche de sol adaptée éventuellement entre les étages. C'est peu de choses par rapport au coût global d'un chantier et ça fait une différence radicale sur le confort de vie au quotidien dans ton intérieur. Une fois les murs refermés, les sols posés, c'est trop tard. Clairement, on a la flemme. Ou alors, ça coûte cher de tout recommencer. Donc, je t'invite à l'anticiper au moment du chantier. Et enfin, la dernière dépense, la 10e, prévoir le câblage et les prises en nombre suffisant. Ça, c'est pareil. On prévoit toujours trop peu de prises dans nos pièces. Toujours. On se base sur l'existant et on oublie que les usages ont évolué. On a aujourd'hui plus d'appareils à brancher, plus d'équipements connectés, plus de besoins en point de recharge, tout simplement. Et on se retrouve avec des multiprises qui courent un peu partout, des câbles qui traînent et l'envie de tout refaire une fois que c'est terminé. Donc pendant le chantier, faut vraiment y penser, ne pas lésiner sur le nombre de prises, ajouter des prises, prévoir des câblages supplémentaires, anticiper les points de connexion dans chaque pièce. C'est une dépense marginale quand on est dedans, quelques dizaines d'euros par prise supplémentaires, à la fois en termes de fourniture et de pose quand l'électricien est déjà là avec ses gaines et ses câbles, mais clairement, c'est rien comparé à ce que ça représente après le chantier de réengager des saignées dans des murs qui ont été refaits à neuf, quand le carrelage a été posé, quand la peinture est terminée. C'est vraiment une facture qui n'a plus rien à voir. Ça, c'était les 10 dépenses qui ont vraiment un point commun. C'est toutes des dépenses qu'on prend ou qu'on ne prend pas avant ou pendant le chantier. Rarement après, parce qu'après, clairement, je l'ai dit, mais c'est trop tard, on a la flemme ou ça va coûter 3 fois plus cher. Ce sont toutes des décisions qui demandent du recul, de l'anticipation, parfois un regard extérieur pour te dire
là, ça vaut vraiment la peine d'investir ou au contraire, non, là, tu peux faire autrement sans le regretter. C'est pour ça que j'avais envie de te parler d'une 11e dépense, parce que ce type d'arbitrage concret, spécifique à ton projet, sans conflit d'intérêt, c'est exactement ce qu'on fait dans le club des clés de la réno. Mais puisqu'on parle de dépenses, je veux aussi mettre effectivement en lumière un autre aspect du club dont on ne parle pas assez. C'est qu'en accédant au club, tu accèdes également aux remises partenaires de les clés de la réno. Parce qu'une rénovation, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup d'achats, des matériaux, des équipements, des fournitures, des mises en œuvre évidemment, des choses que tu vas acheter de toute façon. Et la question, c'est juste à quel prix. Et donc, dans le club, j'ai négocié moi-même des remises avec des partenaires sélectionnés, triés sur le volet, des fournisseurs, des marques, des prestataires dans l'univers de la rénovation et de la décoration. Et donc, tu accèdes grâce au club à des remises que tu n'obtiens pas en passant par les circuits classiques. Des remises réelles qui, cumulées, peuvent représenter plusieurs milliers d'euros d'économie clairement sur l'ensemble d'un projet. Donc pour te donner une idée concrète, si tu économises 15% sur les fournitures de ta salle de bain, 15% sur tes sols, 20% sur ta peinture ou même 5% sur ton assurance de prêt, sur un projet à 60 000 euros de travaux, on parle facilement de 3 000 euros d'économie. Largement de quoi rentabiliser ton adhésion au club plusieurs fois. Donc oui, le club, c'est bien une dépense supplémentaire, mais c'est une dépense qui te permet de faire des économies et c'est un endroit où tu peux poser toutes tes questions à des professionnels, accéder à des experts. C'est un outil qui te fait économiser de l'argent sur tes achats, mais aussi sur les mauvaises décisions qui te font dépenser là où il n'y a pas besoin ou où tu aurais commis des erreurs, effectivement, des mauvais choix. C'est naturel d'en faire quand on ne connaît pas. Si tu veux en savoir plus sur le club, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la description de cet épisode. Et donc, on arrive à la fin. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il a permis de te montrer à quel point effectivement certaines dépenses peuvent être très importantes à réaliser plutôt qu'à les faire après coup. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi ça a pu t'être utile. Partage-le autour de toi, sur les réseaux sociaux ou même auprès d'un ami qui rénove. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.